Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme Microsoft.net. Mon nom est Mario Cardinal. Ça fait plus de 50 fois que je fais cette introduction. T'es encore Mario Cardinal depuis... ça change pas, hein? Oui, non, ça change absolument pas. Guy Barrette, co-animateur de l'émission. Hey, salut Mario. Guy, tu viens de faire une petite sieste d'après-midi, ce qui est inhabituel pour toi, mais t'as pas eu le choix parce que t'arrivais de la belle ville de Las Vegas. Exactement, j'arrive de Las Vegas d'un vol de nuit, donc je suis arrivé ce matin, je suis arrivé à la maison, j'ai déjeuné, fait une petite sieste, alors donc c'est pour ça que j'ai encore la voix un peu foggy, comme on dit. Puis tu fais partie des chanceux qui étaient à la conférence Mix 2007 où il y a eu des annonces majeures. Absolument. On va vous en parler dans la section des nouvelles à la fin de l'émission. Là, il y a des annonces majeures là, qui ont été faites à Mix. Puis, en tout cas, ça a créé En tout cas, il y a eu un écho partout dans la blogosphère de ce que Microsoft a annoncé. Donc, on va en reparler. Mm-hmm. Guy, la dernière fois, tu parlais que tu avais passé ton examen de certification sur Team Foundation. Il paraît que t'as passé. Ben oui. Donc, Félicitations, Mario. Tout à fait. Puis, moi aussi, cette semaine importante, on faisait notre première livraison à la Caisse de dépôt et placement. Succès, on a livré, donc tout le monde est heureux. Ça fait du bien, hein, quand tu atteins tes milestones puis que tu as le sentiment d'avoir fait quelque chose d'utile. Donc, c'est une bonne semaine. Je suis de bonne humeur. Moi, j'ai dormi des nuits normales, contrairement à toi, Guy. Donc, j'ai pas de raison de me plaindre. Puis notre invité, en plus, on est chanceux, on a une femme comme invitée. Ce qui est pas habituel dans le domaine de l'informatique. Ben, on a eu Nicole Kelly-New dernièrement. Oui, c'est vrai, t'as raison. Qui est une experte Mais en c'était sécurité. notre invitée féminine depuis le début de la série des émissions. Puis là, on va en avoir une deuxième. Pascal Tardif. Salut Pascal. Bonjour Mario. Bonjour Guy. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Moi, je suis très heureux que tu viennes à l'émission parce qu'on va sortir un peu du cadre du sujet très pointu de programmation pour parler de choses un peu plus généralistes, mais qui touchent quand même l'informatique. Puis ça devrait être une émission intéressante. La formule de l'émission, c'est on fait toujours la biographie de notre invité avant même de faire l'entrevue à proprement parler. Donc, comment je décrirais qui tu es? Moi, j'ai une position un peu privilégiée par rapport aux auditeurs, c'est que je te connais bien sans te connaître bien. C'est-à-dire qu'on est diplômés de la même école, Polytechnique, de la même année, toutes les deux en génie informatique, ce qui veut dire que Pascal, la pauvre, elle a eu à m'endurer pendant 4 ans. Mario Cardinal, qu'on surnommait Monsieur Question. Ah oui, hein? Monsieur Question. Moi, je ne sais pas te poser des questions parce que j'étais curieux, je voulais comprendre. Puis, contrairement à beaucoup d'autres mondes qui faisaient génie informatique, mais qui, eux, tu programmaient depuis qu'ils avaient l'âge de 12 ans, moi, je n'avais jamais touché un ordinateur avant de rentrer à Polytechnique. Puis c'est vraiment dans le cours d'introduction à l'informatique que j'ai découvert l'informatique. Je me suis découvert une passion. T'es un de ceux-là. Tout à fait. Puis, donc, moi, dans mes premières années, là, je posais des questions parce que j'étais comme le niaiseux là, qui comprend rien. Parce que dans le fond de la classe, il y avait du monde, les autres, c'était comme, ouais, il faut faire notre cours parce qu'il faut bien avoir un diplôme, mais on en connaît 10 fois plus que le prof. Puis le prof, au moins, je le valorisais parce qu'au moins, il pouvait se dire, il y a un étudiant qui m'écoute puis qui est là pour comprendre de quoi. Mais je regrette rien. Je pense qu'il fallait que c'est comme dans toute chose. Il fallait que je passe par cette étape de ma vie où je posais beaucoup de questions. Donc, on fait pas ta bio, là, Mario. Non, là. tout à fait. Pascal, écoute, ça fait 10 ans que tu travailles au crime. 11. 11 maintenant, le Ouais. Centre de recherche informatique de Montréal, chez qui on est, où on enregistre présentement, parce que, comme on le dit souvent, il nous passe gracieusement une salle pour qu'on enregistre notre talk show. 11 ans au crime, tu dois être parmi les vieux employés du crime, parce qu'on peut pas dire que c'est une organisation où les gens vont... leur but, c'est faire 30 ans. C'est un centre de recherche, donc les gens font plus un passage avant d'aller travailler dans d'autres organisations. C'est clair que je fais partie des gens qui sont ici depuis longtemps. L'organisation, en principe, se renouvelle assez fréquemment. Quoi, 5 ans à peu près, j'imagine?
Ouais, j'imagine. Ça doit être à peu près de cet ordre de grandeur-là. Mais c'est un peu particulier parce que toi, t'es pas comme dans un groupe de recherche où est-ce que je sais pas, moi, tu voudrais faire avancer la reconnaissance de la voix. T'es plus dans un groupe de conseils pour aider les industries à améliorer leur... Ben, regarde, je vais te laisser le décrire. Ce que tu fais, ça va être mieux décrit que moi. Ben, pour le moment, je me rattache au centre de test du logiciel. Le centre de test du logiciel, c'est un groupe du crime qui certifie les applications du réseau de la santé. Donc, il existe un RTSS, le réseau de télécommunications socio-sanitaires, sur lequel les fournisseurs d'applications en santé déploient des applications. Et le centre de test du crime, on fait la certification des applications avant qu'elles soient déployées pour s'assurer qu'on ne dégrade pas la performance du réseau, d'une part, puis pour s'assurer aussi que les fournisseurs d'applications respectent des exigences de qualité de base. Je pense que ce qui t'a amené à être dans ce groupe-là, parce que moi, je me souviens, il y a peut-être 5 ans. En tout cas, les premiers temps où j'ai été sensibilisé à tout ce qui touche le Capability Maturity Model, CMMM. CMMI? À l'époque, ça s'appelait CMMM, mais c'est vrai que maintenant, c'est CMMI. À l'époque, on l'appelait CMM. Ouais, pour CMM. Capability Maturity Model. Maintenant, on a ajouté un I pour intégrer le logiciel et le système. Donc, on ne parle plus simplement de développement logiciel, on parle de la mise en œuvre d'un système qui contient du logiciel. Je voulais dire CMM, mais comme toujours, moi je suis là, j'en rajoute. Je suis très volubile, j'aime ça en rajouter tout le temps. Mais je me souviens d'avoir eu des discussions avec toi à l'époque parce que je cherchais à comprendre un peu mieux ce qu'il en était. Puis toi, avec le travail que tu faisais au crime à cette époque-là, tu étais assez étroitement proche... peut-être pas CMM, mais plus qu'il y avait toute une... comment ça s'appelait? À l'époque, on avait le Centre de génie logiciel appliqué qui avait pour mission de prendre l'expertise au Software Engineering Institute à Pittsburgh, qui se rattache au Carnegie Mellon University, et de rendre cette expertise-là disponible aux fournisseurs d'applications, aux entreprises québécoises. Donc, c'était notre mission. Pour la remplir, on a traduit le CMM en français et on a traduit toute la formation aussi pour le CMM, ainsi que les méthodes d'évaluation qui accompagnaient ça. Oh, c'est pas une petite tâche. Ben, ça a été un gros chantier qui a été fait non seulement avec des Québécois, mais aussi avec des Français. Et puis, ça a permis à un certain nombre d'entreprises qui existent aujourd'hui de démarrer. On a, par exemple, Richard Basque d'Alcyonix qui a démarré son entreprise. Oui. On l'a eu comme invité, nous on a fait une émission sur... Oui, j'ai écouté effectivement l'entrevue que tu as fait avec Richard Basque. Il y a Louis Poulain aussi qui a démarré son entreprise, GraphP. Il y a Luciano Guerrero, ProcessX. Et puis, bref, ça a donné lieu à une industrie de l'évaluation qui est paradoxalement très florissante au Québec, mais à l'étranger. C'est ça, ils vendent leurs services surtout à l'étranger, mais pas tant que ça des firmes québécoises. Exact. Les chefs évaluateurs québécois sont très recherchés internationalement, mais pas tout à fait au Québec. Parce que probablement on n'a pas la structure industrielle requise pour que ces sociétés-là puissent vivre de leur expertise. Mais c'est ça, parce que pendant 4-5 ans, il y a eu ce groupe-là, puis à un moment donné, le crime a changé la vocation, puis là, maintenant, en tout cas, ça existait probablement à l'époque, mais t'es plus greffé maintenant au centre de test. Ben, exact. Le centre de génie logiciel appliqué faisait l'objet d'une subvention qui devait durer pendant 5 ans et pour lequel on a rempli notre mission, qui était de créer, développer et rendre disponible une expertise. Après le centre de génie logiciel appliqué, j'ai commencé à travailler au centre de test du logiciel. Et j'ai parlé tout à l'heure des activités de certification que fait le centre de test, mais on agit aussi souvent à titre d'expert conseil pour aider les organisations à solutionner différents problèmes. C'est le sujet qu'on va discuter, la gestion d'utilisation des systèmes d'information. C'est par le travail que tu fais au crime que ça t'a amené s'il y avait un problème concret sur le terrain, puis c'est ça qui a fait que tu as pu développer une certaine expertise de ce côté-là. Oui, à vrai dire, si on retourne plus loin que ça, quand on s'est quitté à Polytechnique, Mario, toi et moi, parce qu'on avait tous les deux obtenu notre diplôme, moi j'ai travaillé à l'entretien des ordinateurs de bord du CF18. Et donc, dans un contexte où la qualité logicielle est très, très, très importante.
Pour vous donner un exemple, le premier changement que j'ai fait sur le cockpit, c'était de rajouter un chiffre après le point sur l'affichage d'un paramètre. Et puis, ça a pris 2 ans et demi avant que ce changement-là puisse voler. Wow. OK, c'était en 89 que j'ai fait le changement en 89 et ça n'a pas volé avant 2 ans et demi plus tard. Là, on parle de tests, batterie de tests, retest et retest. On parle de tout un processus, non seulement de revue, de conception, de code, de tests, mais on parle aussi de toute une série d'approbations, tout un processus par lequel il faut passer pour que les changements puissent finalement voler. Parce qu'il y a des vies en danger. Oui. Parce qu'un CF-18, ça coûte assez cher aussi. Ouais. Et on n'a pas envie de le perdre. Bref, j'ai été sensibilisée très tôt au logiciel qu'on appelle critique à la vie. Et après le CF-18, je me suis joint au CGLA. Et puis, dans le cadre de mon mandat au CGLA, j'ai aussi fait des programmes d'assurance qualité pour le contrôle du trafic aérien. Le CGLA étant le centre de génie logiciel appliqué. Qui était intégré à même le crime. Exact. Donc, j'ai toujours eu une expérience qui est très, très fortement enrichie par les problématiques de logiciels critiques à la vie. Or, depuis 2 ans, dans le système de santé, on commence à réaliser que les systèmes d'information qu'on utilise peuvent être critiques à la vie. Parce que de plus en plus, on veut utiliser ces systèmes d'information-là pour gérer tout le flux de travail. Puis forcément, si le logiciel, il y a un bug quelque part, ça peut... Les processus de travail qu'on retrouve dans les centres hospitaliers sont des processus de soins. Et donc, l'information qu'on ramasse quand on met en œuvre ces processus-là fait que on a des activités, on se ramasse dans des situations éventuellement qui font que nos activités sont critiques à la vie et les systèmes d'information le deviennent aussi par la même occasion. Absolument. Écoute, je pense que ça nous donne une bonne introduction vers l'entrevue. Donc, on va faire le pont musical, puis on va revenir avec l'entrevue à proprement parler. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies.net de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Pascal, quand je t'ai demandé quel titre on donnerait à l'émission, tu as dit, écoute, ça va s'appeler Code 18 parce que c'est mon nom de code justement de mon projet. Puis il y a sûrement une raison pourquoi tu as décidé d'appeler ça Code 18. Ben oui, Code 18 parce que c'est ce qu'on retrouve entre l'écran et la chaise, finalement. Là. À 18 pouces de l'écran, il y a une personne et puis la personne est au cœur de l'utilisation du système. Donc, tu dis que la personne est au cœur de vos préoccupations. Les types de préoccupations que tu as parlé tout à l'heure que tu t'intéressais beaucoup à tout ce qui sont les systèmes critiques. Donc, tes préoccupations sont au niveau de l'utilisation, si je comprends bien. Bien, ce qu'on a réalisé, c'est que on doit se préoccuper de la qualité dans le développement des applications. On doit se préoccuper de la qualité dans la mise en service des applications et des infrastructures, mais on doit aussi se préoccuper de la qualité de l'utilisation des systèmes parce qu'il y a une continuité entre le développement, la mise en service et l'utilisation. On a tort de séparer ces 3 choses-là parce qu'elles sont intimement liées. Donc, quand les gens parlent de gestion de l'utilisation, on pourrait même appeler ça la qualité de l'utilisation. On n'est pas vraiment en train de parler de comment on peut améliorer l'interface utilisateur d'un système, même si ça pourrait être une préoccupation très pointue, c'est plus à un niveau plus global. Tu regardes l'utilisateur lui-même, comment il utilise les logiciels pour réussir à faire sa tâche. Oui, Mario, on peut parler de qualité dans l'utilisation. Et la qualité dans l'utilisation est d'autant plus importante que les systèmes sont critiques à la vie. C'est ce qui t'a amené, toi, à te préoccuper de ça, parce que vu que vous travaillez pour les hôpitaux, il y a eu comme une prise de conscience que les logiciels qu'eux utilisent, s'il y a un maillon faible, à quelque part, ça peut être dangereux pour la survie des gens. Là. Oui, mais regarde, moi, personnellement, j'ai été
mandaté pour faire des diagnostics dans des centres hospitaliers au niveau des pratiques, des systèmes d'information, disons. J'ai investigué des pertes de résultats de radiologie, des pertes de résultats de laboratoire. À un moment donné, on m'a demandé pourquoi est-ce que les médecins délaissent l'application. On m'a demandé aussi d'optimiser la livraison puis de maximiser l'utilisation des systèmes. Et puis, on est intervenu aussi à certains moments parce que certaines personnes avaient des doutes par rapport à la qualité du produit. Donc, c'est un éventail de questions très, très large pour lesquelles on est appelé à intervenir. On a un outil de référence qui est le CMM pour la qualité des produits. On a ITIL pour la qualité du service. Mais on s'est rendu compte en faisant ces évaluations-là que il arrivait parfois que les problèmes apparaissent pas à cause du manque de qualité dans le produit, pas à cause du manque de qualité dans l'infrastructure, mais plutôt à cause de problèmes au niveau de l'utilisation du système. Donc, un exemple très simple pour essayer de rendre ça concret, c'est imaginons que tu as une interface dans une application où est-ce que tu peux supprimer, mettons, des radiologies. Ben, s'il n'y a pas comme une demande de confirmation, veux-tu vraiment supprimer, ben, par inadvertance, quelqu'un pourrait faire un clic sans se rendre compte puis supprimer une radiologie puis même pas se rendre compte qu'il est en train de supprimer de l'information qui est fondamentale. Puis là, à ce moment-là, toi, ça serait le genre de choses que vous pourriez détecter, dire, si on regarde le processus, ici, il y a une faiblesse. Puis là, j'ai pris un exemple avec une interface utilisateur, mais ça pourrait être un autre niveau d'abstraction complètement. Échange de données. Là. Échange de données. Tu parlais de radiographies qui sont perdues. C'est peut-être justement dans un transfert de nuit que, il y a quelque chose il y a une job qui a planté, puis les données sont disparues. Écoute, les possibilités d'erreur avec les dossiers papier étaient très importants. Ben, sont toujours très importants. Quand on multiplie les données, puis qu'en plus on met ça sur des applications, des serveurs qui sont distribués, on ne fait que complexifier. Oui, on a l'information de façon plus rapide, on y accède plus rapidement et puis on peut en stocker davantage. La gestion des données est complexe et puis en mettant ça sur l'informatique, on rend pas ça moins complexe. En plus, quand c'est un document papier, un dossier papier, tu peux le perdre, mais il y a personne qui va vraiment prendre le dossier puis jeter aux poubelles parce que tout le monde sait, c'est un dossier. Puis à part ça, un dossier papier, c'est concret, là. On a ça entre les mains, le médecin, l'infirmière ou les gens dans le domaine de la santé ont quelque chose entre les mains. Un dossier ou une radiographie électronique, c'est pas concret finalement. On l'a à l'écran, mais on sait pas où est-ce que c'est. Il y a encore plus de chances qu'on puisse les perdre, ces dossiers-là, puis c'est même pas se rendre compte. Puis là, maintenant, on a beau chercher avec les engins de recherche qu'on lui donne, on trouve plus le dossier de Mario Cardinal. Puis Mario Cardinal, notre besoin de façon... il veut savoir, lui, qu'est-ce qui était le résultat de ses radiographies d'hier. Puis peut-être aussi, on voudrait savoir c'est quoi son historique de santé. Si on a perdu toute cette information-là, c'est critique. Oui, ça peut être... Quand tu t'appelles Mario Cardinal, c'était le médecin, peut-être du bon, on a perdu votre dossier, monsieur. Mais quand c'est toi qui es au centre du problème, tu trouves ça critique. Écoute, c'est pas simple parce que dans les centres hospitaliers, les processus d'affaires qui sont des processus de soins sont assez complexes et puis souvent, ils vont nécessiter la participation de plusieurs personnes, OK? Donc, ça, c'est un des éléments qui est laborieux, je dirais, parce que c'est très important de paramétriser l'application de façon correcte pour être capable de se coller au processus d'affaires. Le personnel clinique qui utilise l'application, ce sont rarement des gens qui ont été largement formés en informatique. Ces gens-là non plus, ils ont pas toujours un intérêt très, très intense pour s'approprier l'outil, comprendre son fonctionnement, s'assurer qu'il fonctionne bien. Et puis en plus, les praticiens de la santé je l'ai dit tout à l'heure, les processus d'affaires sont très complexes. La majorité des processus d'affaires sont multidisciplinaires. Donc les gens interviennent sur une partie assez étroite du processus, ils n'ont pas tous la vision globale. Un autre constat qu'on peut faire, c'est que l'intégration d'une application dans une infrastructure existante, ça demande des activités de planification, mais une fois qu'on est en opération, ça demande aussi des activités d'entretien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les utilisateurs des applications sont pas toujours sensibilisés à ces nécessités-là. Donc, il y a souvent des choix qui sont faits et puis qui peuvent être, dans certains cas, malheureux. Donc là, ce que tu positionnes, c'est le problème. C'est que si on se préoccupe pas de l'utilisation d'un système d'information,
Si on se dit, regarde, on est bon, d'autres, on sait comment faire le logiciel, on a des bonnes pratiques, on applique toutes les pratiques du CMMM. On est bon aussi pour gérer notre informatique, on a mis en place tout utile, puis on gère ça bien. Mais si ton application répond pas bien aux besoins dans son utilisation, t'es pas plus, en tout cas, c'est une grosse lacune. Puis toi, ce que tu as cherché à mettre en place, c'est un modèle un peu comparable à CMM. Je dis toujours CMMM, je sais pas pourquoi. Les M&M. Ouais, c'est peut-être que pour ça. Donc, t'as fait un modèle comparable un peu à CMM et à ITIL, mais pour l'utilisation. Puis c'est de ça que tu vas nous entretenir. Oui. Je suis partie du modèle CMM et du modèle ITIL et je les ai, si je peux dire, extrapolés dans un contexte d'utilisation. Donc, quelles sont les bonnes pratiques de CMM qui existent et qui doivent être instanciées ou en tout cas repensées dans un contexte d'utilisation. Parce qu'à la base du CMM, tu as des concepts relativement simples comme l'engagement de la direction. Donc, à quoi on s'engage? Quelle est notre mission d'affaires? Les ressources requises pour faire le travail. Est-ce que les gens ont les budgets? Est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce qu'ils ont la formation pour faire leur travail? Ensuite, les activités qu'on fait, les mesures de performance et la rétroaction nécessaire pour dire est-ce que je remplis mes objectifs d'affaires? Et est-ce que ces objectifs d'affaires-là ont besoin d'être adaptés ou ont besoin d'être changés, d'être revus? Donc, toi, quand tu as fait justement cette transposition-là vers le domaine de l'utilisation, tu as identifié des disciplines ou en tout cas des groupes ou en tout cas des bonnes. Est-ce que tu as déjà ciblé directement des bonnes pratiques ou tu les as classées dans des groupes plus vastes ou? Ben, dans le modèle Code 18, j'ai deux types de pratiques. J'ai les pratiques génériques du CMM qu'on a repris, qui sont à la base de toutes bonnes pratiques de gestion et qu'on a adapté à un contexte où on a dans les mains un système d'information qui est critique à la vie. J'ai aussi, par le biais des évaluations que j'ai fait, j'ai eu l'occasion de mesurer jusqu'à quel point les préoccupation de continuation des activités en cas de perte du système, relève du système, disponibilité de l'application est important et j'ai voulu, avec les pratiques qui sont documentées dans Code 18, donner des instruments aux praticiens de la santé pour faire des choix, pour au moins initier un dialogue avec les informaticiens des centres hospitaliers. Donc, tu as, dans un premier temps, des pratiques génériques qui sont qui sont calquées sur les pratiques génériques qu'on retrouve dans CMM. Ouais. Et dans un deuxième temps, des pratiques spécifiques qui sont très ciblées sur le domaine d'intervention, comme là, c'était dans le domaine médical. Mais je pense qu'il y aurait peut-être que ça s'appliquerait à d'autres domaines aussi, mais comme par exemple, tu parlais de s'assurer qu'on est capable d'avoir de la relève. C'est vrai dans beaucoup d'autres domaines que juste le médical au niveau de l'utilisation. Exact. On a parlé, tu as bien décrit ce qui étaient les pratiques génériques là, qui étaient essentiellement importées de CMM. Les pratiques spécifiques, ce sont des pratiques qu'on va nommer de pilotage. Il y a dans le développement de grands systèmes au Québec un concept de pilotage d'application. Donc, super utilisateur, un utilisateur, un spécialiste du domaine d'affaires qui va avoir une sensibilité particulière pour l'informatique et qui va s'approprier l'outil, qui va en avoir une compréhension plus large et qui va pouvoir supporter ses collègues dans leur travail. Donc, c'est la prise de conscience que pour avoir une bonne utilisation d'un système d'information, on a besoin de en anglais, on dit souvent power user, ou en tout cas de ces pilotes-là qui sont nos gens qui ont la plus de capacité à s'accaparer rapidement l'utilisation du système d'information, de s'en servir comme d'un élément moteur pour aider justement les autres utilisateurs qui vont peut-être tirer de la patte. Oui, c'est ça. Donc, on peut dire que les pratiques qui sont spécifiques à l'utilisation, c'est des pratiques de pilotage d'application. Donc, ton modèle, là, il pourrait être très intéressant pour des gens qui doivent faire des déploiements en industrie de nouvelles applications, de dire, je vais me servir de ça pour analyser pour être sûr que j'oublie pas des pans de mur de ce qui serait des variables nécessaires pour faire que mon application soit bien utilisée? Oui. Réponse écoute, ben dis tout. Y a-tu d'autres utilisations de ton modèle où est-ce qu'il y aurait que toi tu vois où ça pourrait être aussi intéressant? Ben écoute, un fournisseur d'applications qui a des bonnes raisons de penser que son utilisateur, que son client n'utilise pas bien son produit et qu'il y a des problèmes récurrents qu'on n'arrive pas à régler. Nous, au CRIM, on agit souvent à titre de
tierce partie dans des évaluations comme celle-là, puis le modèle pourrait être utilisé, par exemple, dans une situation comme celle-là, pour aider le client à mieux utiliser son produit ou enfin initier un dialogue avec le fournisseur. Parce que dans toutes les interventions qu'on fait, notre but, c'est de trouver des solutions pour que les gens se parlent, se comprennent. Puis un exemple, parce que je comprends ce que tu es en train d'expliquer aux auditeurs. Un exemple pour rendre ça concret, supposons que je suis un fournisseur, puis c'est pas des logiciels que je ferais, mais mettons c'est des scalpels. Puis mon but, c'est de vendre ça à des hôpitaux. On sait qu'un scalpel, si tu veux t'en servir pour, par exemple, faire une opération, il faut que tu aies un champ opératoire qui soit fait. Ça n'a rien à voir avec le produit, c'est juste dans l'utilisation, il faut que le médecin fasse un champ opératoire, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y a pas aucune bactérie. Il y a une activité de désinfection qui doit être faite, il y a un champ opératoire stérile qui doit être apposé. Ensuite, tu peux utiliser ton outil à condition qu'il ait été désinfecté. On voit que tu connais mieux le domaine que moi, mais si tu fais pas ça, puis tu utilises ton scalpel, le scalpel va très bien couper. Mais ultimement, si t'as pas, par exemple, enlevé toutes les bactéries, ben le soignant sera pas mieux soigné, il va même être plus malade qu'avant même que tu utilises le scalpel. Donc ton logiciel, c'est un peu la même chose, c'est que tu as le logiciel lui-même ce qu'il fait, mais tout ce qui va autour, que tu peux t'assurer que ça va être bien fait. Ben, ce que tu as décrit, c'est un problème de manque de qualité. Et puis effectivement, les modèles comme ça, ben ce sont des abstractions qui nous permettent d'analyser la réalité. Un autre exemple, supposons que je fais un logiciel, je m'appelle la firme Mathematica, puis je fais un logiciel de calcul très sophistiqué. Si je mets pas en place tout le cadre pour que celui qui utilise comprenne les modèles mathématiques, peut pas l'utiliser adéquatement. Donc souvent on va dire c'est des prérequis. Mais c'est tout ce qui fait en sorte que un fournisseur de logiciels doit se préoccuper de ça. S'il s'en préoccupe pas, en tout cas, son logiciel peut être mal utilisé. Puis même si son logiciel, même s'il est bien fait à la base, c'est juste qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour qu'il soit utilisé adéquatement. Ben c'est clair, oui. Il y a un paquet de choses à mettre en place pour utiliser adéquatement un produit. Dans un centre hospitalier, tous les utilisateurs ne peuvent pas contacter directement le fournisseur. Alors, ça prend un point intermédiaire pour répondre aux questions de ces gens-là, pour les aider, pour leur supporter dans l'utilisation. Puis ça prend un point de contact unique aussi pour parler au fournisseur. Donc là, tu viens de donner deux est-ce que je me trompe? C'est deux pratiques, ça. D'avoir un mécanisme de communication utilisateur-pilote. Et un mécanisme de communication avec pilote-fournisseur. Ouais. Bon, donc ça, c'est deux pratiques. Ça serait deux pratiques qu'on mettrait sous le vocable mécanisme de communication. OK. Est-ce qu'on peut les regarder, qu'est-ce que tu as dit? Il faut que tu aies des mécanismes de communication. Quels sont les autres types de bonnes pratiques? Est-ce qu'on est dans les pratiques spécifiques, je pense, mécanismes de communication? Oui, on est dans les pratiques spécifiques. Si j'ai une mission d'affaires à remplir, par exemple, si je suis une unité de néphrologie, je veux un système d'information pour supporter mes activités de néphrologie. Je vais avoir des spécificités que je recherche dans mon système. Donc, je vais m'attarder, je vais chercher à décrire les spécifications de mon système. Il faut que j'ai une compréhension de ce que je veux avant de choisir un système, avant de l'implanter, puis avant d'être capable de l'utiliser aussi. Donc, il y a un travail à faire au niveau de la gestion des spécifications du système qu'on veut utiliser ou qu'on utilise. Est-ce que tu irais aussi loin que de dire, en plus de bien spécifier ce que tu veux, de même définir avec des tests d'acceptation, qu'est-ce qui serait pour toi un système qui répond à mes besoins? Ben oui, à vrai dire, tu m'amènes à parler d'une autre pratique qui est reliée à l'évaluation de l'application. C'est important que les praticiens de la santé soient capables d'évaluer l'application qu'on leur livre dans un premier temps pour l'accepter. Éventuellement pour accepter les mises à jour qu'on va leur installer, et puis éventuellement aussi pour s'assurer sur une base continue du bon fonctionnement de l'application. C'est ça, tout ton cadre, c'est pas juste la première livraison, là, c'est le cycle de vie global, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir des mises à jour, même ultimement, si dans le cycle de vie, c'est prévu que le logiciel, faut qu'il meure, faut qu'il soit enlevé, faut même que tu le prévois dans ton cycle. Oui. Ben, les mises à jour, c'est un bon exemple. Quand on fait une mise à jour sur un système d'information dans un centre hospitalier, il faut s'assurer que les utilisateurs comprennent les nouvelles fonctionnalités. Si on a modifié le processus d'affaires, il faut s'assurer que nos utilisateurs comprennent les modifications qui ont été faites au processus d'affaires. Il faut s'assurer aussi de la non-régression de l'application. Il faut s'assurer qu'on n'a pas perdu les fonctions qui fonctionnaient bien. Donc, il y a un paquet de choses à faire
quand on nous installe une mise à jour. Et si les praticiens de la santé ne sont pas conscientisés sur ces aspects-là, il y a des risques pour Donc, les si on professionnels. continue dans d'autres pratiques ou d'autres exemples de choses que tu as notées. Continuité des services. Un centre hospitalier, ça roule 24 heures sur 24. On sait qu'on peut rendre l'application disponible 24 heures sur 24. Mais la question, c'est à quel prix? Et puis encore là, il faut initier un dialogue entre les praticiens et les gens des systèmes informatiques pour leur dire, écoutez, je peux vous donner une disponibilité 24/7, mais combien d'argent vous êtes prêts à y consacrer? Et puis, est-ce qu'on pourrait pas s'entendre pour la moitié du prix, puis une fenêtre de maintenance 3 heures par mois, peut-être? Puis souvent, il y a une mécompréhension par les décideurs du comment le coût est exponentiel plus tu cherches à être proche du 24/7. Puis juste... Ou, par exemple, dans le domaine web des 5.9, là, 99.999. Si tu as besoin de redondance, il faut que tu caches tes fenêtres d'entretien à tes utilisateurs, ça coûte plus cher. Puis souvent, en les questionnant, ça, tu te rends compte qu'ils peuvent vivre, même si le système n'est pas opérationnel pendant 1 heure par jour. Puis là, ça vient de diminuer de beaucoup les coûts. Puis tu peux prendre cet argent-là pour le mettre justement pour faire des bonnes analyses d'utilisation, entre autres. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu as identifiés? La gestion de risque. Dans tous les centres hospitaliers, il y a un exercice, de par la loi, je crois, il y a un exercice de gestion de risque qui doit s'effectuer. Moi, je suis en faveur d'intégrer la gestion des risques technologiques à la gestion des risques qui existent déjà dans un centre hospitalier. Il devrait y avoir un volet technologie, système d'information dans la gestion de risque qui est mise en place par les centres hospitaliers. Est-ce que c'est probablement qu'il y a encore des endroits où est-ce qu'on fait de l'analyse de gestion de risque, mais sans se préoccuper des technologies en se disant, bon, ça, c'est un animal qui existe, mais ça ne nous touche pas. Quand ma compréhension à moi, c'est que quand on fait de la gestion de risque dans un centre hospitalier, on va davantage s'attarder aux risques cliniques. Il faut pas se leurrer, quand on est informaticien dans un centre hospitalier, on se fait répéter à tous les jours. Notre mission, ce n'est pas de faire de l'informatique. Notre mission, c'est de faire des soins. Pour que les gens en santé soient capables de travailler, il faut que nous, les informaticiens, soient capables de les supporter. C'est encore plus difficile dans un domaine comme le domaine hospitalier parce que les soins, c'est quelque chose de concret. Dans d'autres secteurs, je pense par exemple au secteur financier dans lequel j'œuvre depuis plusieurs années, vu que les activités qu'on fait, en tout cas, sont très intimement liées à l'information, donc à l'informatique, ça n'a pas été long pour ces gens-là de se rendre compte qu'essentiellement, une banque, n'importe quelle institution financière, ce n'est que des traitements informatiques quasiment, en tout cas à 80% et plus. Tandis que dans un hôpital, on a encore l'impression que l'informatique représente juste 10%, puis que c'est les soins qui sont le cœur, même si l'omnibilance des technologies fait en sorte que ce ratio-là augmente, mais peut-être qu'on est moins sensibilisé. Mais je pense qu'on veut tous que les soins soient au cœur des activités d'affaires des centres hospitaliers. Ce qui se rajoute comme problématique, c'est le fait que la population vieillit, c'est le fait que les soins de santé coûtent de plus en plus cher, c'est le fait qu'on a besoin d'optimiser les processus de soins et de rendre les équipes plus productives. Donc, on apporte la technologie en support à ces équipes-là pour les aider à faire leur travail. Donc là, je te fais faire la liste. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que moi, je les connais pas, mais toi, tu les connais mieux que moi. Je pense que j'ai parlé des principales... Ça, c'est les principales au niveau spécifique. Faisons aussi le même exercice sur les génériques qu'on retrouve même du côté de CMM. Il y en a quoi? Je pense, en tout cas, des mémoires, il y en 14. a 10. Il y en a 10. Au niveau 2, il y en a 10. OK, donc prenons justement le niveau 2, qui est un niveau minimum. Là. Donc, la première pratique générique du niveau 2 du CMMI, qui est l'énoncé de ce qu'on veut faire. Donc, la direction doit communiquer à ces gens les objectifs d'affaires, ce qu'on essaie de remplir comme fonction. Donc, supposons si on décide qu'on veut faire un dossier patient tout informatisé avec des petits ordinateurs portatifs, peut-être qu'on pourrait prendre un exemple plus simple. Non, mais c'est quand même un exemple
véridique. Là. Il y a eu des projets depuis plusieurs années, certains même. Et il y en a encore. Il y en a encore parce qu'ils recommencent à tous les 5 ans, à tous les fois ils foirent, puis ils disent OK, on va en faire un autre. Ben, la réalité est plus complexe que ça. Ouais, enfin. tout à fait. Mais prenons par exemple une unité d'obstétrique qui va vouloir définir sa mission, dire ben moi je veux soigner telle population et dans ma population j'ai tant de femmes avec des grossesses normales, j'ai tant de grossesses à risque de tel type et j'ai tant d'activités de telle sorte à gérer. Donc il faut définir le programme clinique si on veut avant d'être capable de choisir une application qui va remplir nos objectifs d'affaires. Donc ça c'est la première pratique du CMMI. Okay. Richard Basque dit que la constitution d'un pays, c'est un petit peu l'équivalent de cette mission d'affaires. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon exemple. Deuxième pratique. La planification. Faut que tu planifies. Si tu Il faut que tu planifies, sinon ça va pas arriver. Ouais. La troisième pratique, l'allocation des ressources. Faut que tu mettes du monde, sinon ça arrivera pas non plus. Ben exactement. Si tu demandes aux gens de faire le travail sans leur donner le temps, sans leur donner la formation, sans leur donner les outils pour le faire, il y a bien des chances pour que ça arrive pas. Ensuite, la définition des rôles, des responsabilités et des tâches. C'est bien beau mettre du monde, mais s'ils savent pas qu'est-ce qu'ils font là. Ouais, si tout est flou. Oui, puis à l'heure actuelle, le rôle du pilote du pilote d'application dans les centres hospitaliers n'est pas toujours bien défini. Les pilotes n'ont pas toujours une idée précise de ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, quelles responsabilités ils ont droit d'assumer et quelles responsabilités ils n'assument pas. Donc, il y a un travail de définition puis de clarification à ce niveau-là. OK. La formation, Autre était- pratique, mais c'est... la gestion des documents et des données. Donc, tout ce que tu vas produire en cours de route, si tu les gères pas... Il y a deux choses là-dedans. Tout système d'information arrive avec sa documentation Mhm. et toute activité de processus génère des données. Par exemple, dans un centre hospitalier, le processus d'affaires va générer des données cliniques. Donc, c'est important de s'assurer que les données qu'on ramasse sont en lien avec les activités d'affaires qu'on est en train de documenter. Là, il vient rapidement de la question de qu'est-ce qu'on doit archiver, pas archiver, parce qu'à un moment donné, il y a toujours des problématiques d'espace, en tout cas, puis combien d'années on doit garder l'information, il y a des lois, il y a différents cadres. Ben, il faut se poser des questions là-dessus, oui, puis d'autre part, faut aussi gérer les consentements des personnes à conserver des données qui les concernent, et puis il y a toutes les questions de protection des renseignements personnels, sécurité de l'information. Tu veux pas que quelqu'un qui- dans un hôpital revende ton information au premier venu parce qu'il y a quelqu'un qui offre de l'argent pour. Ouais. OK. Autre pratique. Ensuite, ben on a fait une planification, il faut s'assurer qu'on fait un suivi sur le planif qu'on a fait. Faut Donc, c'est du gros bon sens, là, ce qu'on est en train Ben de dire. oui, c'est du gros bon sens. Ensuite, assurer la qualité, donc assurer la qualité du processus et des données qu'on a ramassées. Et puis finalement, ben on s'était donné une mission d'affaires, des objectifs à rencontrer. Il faut que, puis principalement c'est une activité qui relève de la direction, il faut que la direction aussi se questionne sur l'atteinte des objectifs et la poursuite de la mission de l'organisation. Donc, le faire la boucle de rétroaction. finalement. Exact. Parce que quand tu regardes ça, ça ressemble beaucoup à la fameuse boucle de qualité de Deming. Plan, do, check, act. Oui. Plan, do, fais-le. Donc, les ressources, puis assure-toi que les gens sont formés puis savent qu'est-ce qu'ils ont des rôles. Check, c'est faire tout ton suivi sur ta planification. Puis le act, c'est la fameuse dernière étape, le premier, revenir sur ta mission, dire bon, on fait quoi comme prochaine chose? Ben, t'as tout compris. Les principes sont simples. Ce qui est plus difficile, c'est de les mettre en œuvre puis de les adapter au contexte spécifique. Ça va tellement vite que de mettre tout ça en place, des fois, on a des belles intentions, mais c'est d'avoir les contrôles, j'imagine, là, pour tout faire ça. Ben oui, écoute, un modèle, c'est vraiment une vision idyllique de la situation. Puis c'est clair qu'une organisation peut pas mettre en place toutes ces pratiques-là. Ce qui est intéressant, c'est de l'utiliser pour se questionner sur la qualité de son travail ou enfin la direction qu'on veut donner Donc là, à son organisation. on vient brièvement de repositionner les 10 bonnes pratiques de CMMI. On a au début positionné les pratiques spécifiques. J'aimerais juste qu'on les revoie pour faire comme une synthèse sur ces pratiques spécifiques-là. Il y a 10 pratiques spécifiques à l'heure actuelle. Ce qu'il faut que j'explique peut-être avant de répondre à ta question, Mario, c'est que
j'ai une version préliminaire d'un modèle. OK? Je dis bien préliminaire et j'insiste là-dessus. Pour qu'elle devienne une version 1.0, il faut qu'il y ait des gens, des praticiens de la santé qui se l'approprient, qui discutent du contenu, qui mettent en œuvre les pratiques et qui reviennent en disant ben ça c'est pas tout à fait le bon vocabulaire, cette pratique-là tient pas la route, on devrait plutôt en ajouter une autre. Parce que qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est un peu dans un cadre totalement différent, mais un peu la même démarche que les gens ont faite de CMM à l'époque, où est-ce qu'ils ont dit on va essayer de définir les bonnes pratiques du développement logiciel. Puis ça, on revient dans les années 70, mais il a fallu qu'il y ait des gens qui s'accaparent ça, qui disent oui, c'est correct ou non, changer le vocabulaire. Puis à un moment donné, on a pu dire ben voici ce qui est CMM 1. Voici, on s'entend sur ce que sont les bonnes pratiques. Donc là, toi, tu le définis selon ton point de vue à toi, toi et ton équipe. Mais la vraie finalité, c'est lorsque tu vas pouvoir dire, ben regarde, j'ai 18 hôpitaux qui l'utilisent puis qui l'ont mis en pratique. Puis donc là, on est sûr qu'on est vraiment avec des bonnes pratiques. Ou même avant ça, là. Est-ce que je peux le comparer à un test en demandant aux praticiens? Il faut le mettre à l'épreuve. C'est ça. Est-ce que au niveau code, je fais mes tests unitaires pour mon code, mais est-ce qu'on pourrait faire cette analogie-là un petit peu? Ben oui, écoute, ce que je veux faire, ce que j'aimerais qu'on fasse avec le modèle, c'est un petit peu ce que le SII a fait avec le CMMI. Donc le SII a fourni l'infrastructure, un peu de logistique, des forums pour que les gens se rencontrent, mais c'est les gens qui ont peuplé les pratiques, c'est les gens qui ont défini les bonnes pratiques puis qui ont fait des choix éditoriaux sur le contenu du modèle. Tu dis là, que tu as 10 pratiques spécifiques, on va les regarder. Est-ce que ces 10 pratiques-là sont spécifiques juste au domaine de la santé ou on pourrait dire qu'ils sont assez larges? Ce sont, identifions-les comme des pratiques de pilotage de systèmes d'information. Donc, elles pourraient être utilisées dans le domaine financier, par exemple, pour s'assurer que le client à qui on livre une application va l'utiliser correctement. Donc, revisitons-les, ces 10 pratiques-là. Donc, la première, mécanisme de communication, c'est-à-dire établir une communication utilisateur-pilote, pilote-fournisseur. Ensuite, encore là, du gros bon sens. Ouais, coordination intergroupe. Je vous ai raconté qu'en santé, les processus d'affaires sont complexes et sont multidisciplinaires. C'est important d'avoir un dialogue interprofessionnel. Tout à fait vrai aussi dans le secteur financier, puis probablement dans beaucoup d'autres domaines d'affaires. Gestion des spécifications. Est-ce qu'on sait ce que notre application doit faire et ne doit pas faire? Okay. Gestion des mises à jour. Quand le fournisseur nous fait des mises à jour, est-ce qu'on a un processus pour évaluer la mise à jour qui a été faite, évaluer la non-régression des fonctions existantes, s'assurer que nos utilisateurs comprennent bien les changements? Et s'il le faut, changer le processus d'affaires ou changer la paramétrisation de l'application. Évaluation de l'application pour qu'on soit capable, dans un premier temps, de l'accepter, dans un premier temps, d'accepter les mises à jour qu'on nous transmet, qu'on nous installe, et finalement, pour qu'on soit capable de l'évaluer sur une base régulière pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement. Continuité des services. Les fameux plans de relève qu'on doit mettre en place, hein, par exemple. Exact. Ça, je dois dire que c'est largement inspiré d'ITIL. ITIL va couvrir la partie informatique. Maintenant, comment on fait pour communiquer ces exigences-là à nos utilisateurs? Parce que quand les utilisateurs perdent le système, ils doivent s'organiser pour continuer à livrer les services sans le système, surtout quand on est un centre hospitalier. Donc, les pratiques de continuité pour assurer la continuation des services en cas de perte de l'application. Et une fois qu'on relève le système, après, disons, 2 heures, 2 jours ou 2 mois, il faut faire des choix. Quelles données on rentre dans le système, quelles données on laisse dans des dossiers papier. Donc, il y a une façon de faire la relève du système. C'est important d'y penser puis d'avoir une bonne coordination informatique-praticien. Finalement, la disponibilité des systèmes. Est-ce qu'on a une entente avec nos usagers? Est-ce qu'on s'est entendu sur la façon dont... Les fameux niveaux de service. Ben voilà, oui. La gestion des risques. Et puis finalement, la dernière pratique qui est reliée à la définition, évaluation, amélioration du processus d'affaires. Donc, c'est reprendre tes 9 autres pratiques et les revisiter en disant... c'est la documentation de ton processus d'affaires, t'assurer qu'il est documenté et qu'il est revu sur une base régulière pour l'optimiser, pour l'améliorer.
Moi, j'écoute ce que tu me parles de tes pratiques spécifiques, puis ce que je me rends compte, c'est que souvent, quand on va parler d'applications en entreprise versus les fabricants de logiciels comme Microsoft, qui eux fabriquent des outils ou des logiciels comme Microsoft Word ou ces choses-là, mais quand on parle d'applications d'entreprise, qui sont souvent les applications au cœur des traitements d'affaires qu'une entreprise fait, je pense que tous ces types d'applications-là, le cadre que tu donnes serait valable. C'est-à-dire que ce soit même une entreprise manufacturière, financière, dès que tu fais un développement à l'interne d'une application qui est au cœur de tes traitements, les 10 pratiques spécifiques que tu viens de dire, les 10 génériques, ça formellement, puis les 10 pratiques spécifiques seraient probablement vraies. Donc, ça ne s'adresserait pas forcément au domaine hospitalier pour être appliqué à peu près à n'importe qui fait du développement en entreprise. Je pense que oui, je pense que c'est relativement générique et que ça ne s'applique pas exclusivement au domaine de la santé. Pourquoi dans le domaine de la santé c'est nécessaire? Ben, c'est parce qu'on a une activité qui est critique à la vie. C'est ça, parce que souvent, les gens sont pas prêts à payer le coût de faire tout cet exercice-là parce qu'ils disent, si ça arrive, on vivra avec. En tout cas, si on a des problèmes de qualité, on vivra avec les problèmes de qualité. Tandis que dans les hôpitaux, ils se disent, regarde, nous, on peut pas vivre avec. Mais regarde, Mario, avant d'implanter un système pour gérer ta production avec un système d'information, tu dois faire ce qu'on appelle un business case. Alors, te questionner sur combien ça te coûte de fonctionner avec un système papier, puis combien ça va te coûter de fonctionner avec un système informatique. Quand tu es capable de faire une bonne évaluation de ce que ça va te coûter avec un système informatique, ben, tu es en mesure de prendre une meilleure décision, je pense. Mais ce que je trouve qui est triste présentement, c'est que très souvent, le fameux business case va se limiter à analyser juste la livraison jusqu'à la version 1. C'est-à-dire, puis il ne tiendra pas en compte le fait que le système doit évoluer dans le temps, le système doit être capable de... S'il y a un péril quelconque, donc ça prend des relèves. Donc, tout ça va être complètement évincé des coûts. Puis à ce moment-là, on va dire, regarde, ça coûte pas très cher, ça coûte $1 million et on remplace un système papier quand le vrai coût, c'est pas $1 million, c'est si tu regardes le coût global, ça va coûter $1 million la première année, puis essayer de maintenir ça dans les années futures, le coût va devenir astronomique parce que il y a eu t'as fait des choix pour réduire les coûts initiaux qui sont dramatiques à long terme. Ben, regarde, on se parle entre gars ce soir, là, on va avoir une discussion de gars. Moi, ce que je dis à mes clients dans le domaine de la santé, c'est qu'un système d'information, c'est un petit peu comme acheter un char, OK? Quand on achète une voiture, ben, on a le prix d'achat. On sait qu'il va falloir qu'on l'amène au garage de temps en temps pour la faire réparer. Il va falloir établir une relation de confiance avec le garagiste. Il va falloir mettre du gaz dedans. Il va falloir payer des assurances. Et puis, il va falloir apprendre à conduire aussi. Puis, non seulement apprendre à conduire, mais quand on est au volant, il faut être vigilant aussi. Un système informatique, c'est un peu la même chose. Très souvent, les gens regardent juste le prix initial. Ah! 32 000 $, belle auto, let's go! Puis on budgète même pas toutes les autres activités parce qu'on est souvent même pas... On veut tellement qu'il y ait un oui sur... Ah oui, on fait ça, qu'on veut pas montrer tous les autres coûts parce qu'on dit, on dit que ça va coûter tout ça. Les décideurs prendront pas de décision. Puis malheureusement, il y a des décideurs à d'autres niveaux qui n'ont pas la compétence pour être capables d'évaluer qu'on est en train de leur montrer juste la moitié du problème. Mais je pense qu'il y a mon petit commentaire éditorial. Je pense qu'il y a moyen de faire des choix plus éclairés dans les décisions qu'on prend, puis j'espère que le modèle va aider les personnes qui font des business cases à considérer que l'utilisation des systèmes comporte un coût. Ce modèle-là, si on a des auditeurs qui voudraient l'étudier plus en détail, puis peut-être même collaborer, comment ils s'y prennent? Ben, on a mis en place un site web que vous allez pouvoir avoir là-dessus. C'est le modèle dans sa dernière version. Des présentations que vous pouvez utiliser pour présenter à vos collègues de travail, quelques outils aussi pour faire une auto-évaluation. OK. Par rapport au modèle. Auto-évaluation de votre... Combien mature vous êtes par rapport à la gestion d'utilisation? Ben oui, peut-être, mais par contre, ce que je veux mentionner, c'est qu'il n'y a pas les 5 niveaux dans le modèle comme il y a dans le CMM. On est vraiment... au tout début, c'est une version préliminaire et puis on essaie de fixer les bonnes pratiques.
Mais on espère aussi que les gens vont s'approprier le modèle puis vont nous donner de la rétroaction pour l'améliorer. Donc, s'ils vont sur ce site web-là, en plus de pouvoir aller chercher, est-ce qu'il y a une façon qu'ils peuvent communiquer avec vous pour dire hey, « moi, j'ai un intérêt, je voudrais même être un acteur, pas juste un spectateur. » Ben pour l'instant, il faut m'envoyer un courriel, mais on travaille pour la mise en place d'une communauté virtuelle pour animer des discussions. Donc, ce qu'on pourra faire sur le site du Visual Studio Talk Show, dans ta biographie, on pourra rajouter ton courriel. Donc, s'il y a des gens qui ont un intérêt, ils pourront toujours cliquer là puis t'envoyer un courriel par... Certainement. OK. Je pense que ça fait le tour de ce qui est ton projet Code 18. En terminant, est-ce que tu as un site web, un livre, quelque chose que tu voudrais recommander aux auditeurs en leur disant, écoutez, c'est peut-être pas forcément en lien avec le Code 18, mais tu penses que pour les auditeurs, ça vaudrait la peine qu'ils aient lire ou qu'ils aient voir ça? Oui, si on en profite, disons, j'aimerais que les auditeurs aillent voir le site de Sakai Québec, parce que Sakai Québec, c'est un projet en logiciel libre pour la formation à distance et ça réunit plein d'universités à travers le monde et puis je pense que c'est un projet porteur non seulement pour la communauté universitaire, mais aussi pour le Québec. Donc, c'est quoi la mission de ce projet-là? Il y a un projet Sakai, comme dans www.sakai.org, et il y a des collègues au crime qui ont décidé de créer Sakai Québec pour adapter la plateforme aux besoins de la communauté francophone. Mais à quoi sert cette plateforme-là? C'est pour la formation à distance. Formation à distance. Le e-learning. OK. Ouais. Oh. Puis donc, c'est pour la franciser, la mettre... la rendre disponible en français et puis aussi mettre des features, comme on dit en anglais, des fonctionnalités. Des fonctionnalités de base qui n'existent pas encore. OK, parfait. Ben écoute, on te remercie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. On fait le pont. On va parler des actualités, puis on va t'inviter même à te joindre à nous pour les actualités. Oui. Je pense que tu vas avoir un seul sujet cette semaine dans les actualités, mais pas un moindre sujet, la conférence Mix, où tu étais, chanceux. Oui, alors j'étais à Las Vegas, le Disneyland des adultes. Puis je suis sûr que tu n'as pas pris le temps d'aller jouer, d'aller te voir des spectacles parce que tu étais full-time dans la technologie. Je n'ai pas vu aucun spectacle et j'ai dépensé exactement 2 $ dans les machines à sous. 2 $? Oui, Comment deux tu fais ça? fois 1 $. Ah, OK. Il faut le faire, hein? Juste 2 $, oui. Donc, c'est quoi les nouvelles que Microsoft ont annoncées? En fait, pour faire on va commencer par expliquer c'est quoi Mix. Mix, c'est une conférence que Microsoft appelle 72 heures de conversation. Ça focus sur le domaine web. Il y a des invités qui sont autres que Microsoft. Donc, ce que Microsoft veut faire, c'est une espèce de melting pot, un mix de différentes technologies. Et à Mix, cette année, il y a eu des annonces importantes. C'était un peu la reconnaissance quand ils ont parti Mix l'an passé, que tout ce qui entoure le Web 2.0, qu'il y a vraiment une autre communauté qui est très, très peu près de Microsoft. La communauté, tous ceux qui sont reliés avec open source, avec les technologies LAMP, là, Linux. Donc, puis Microsoft se sentait loin. Puis c'est comment je peux me rapprocher de ces gens-là? Les inviter à peut-être s'approcher de nos technologies, puis aussi comprendre peut-être c'est quoi leurs besoins pour mieux satisfaire et faire en sorte que... Exactement. Donc, d'où le nom Mix. Puis cette année, Microsoft en a profité pour faire des annonces qui vont avoir, à mon avis, un impact assez majeur sur l'informatique web. Oui, on parle de Silverlight. Donc, Silverlight qui est anciennement connu sous le nom de Windows Presentation Foundation /E pour Everywhere, que Microsoft a annoncé. Bon, il avait annoncé dans les dernières semaines la sortie de Silverlight, mais avait pas parlé de la version 1.1 qui allait sortir plus tard. Donc, ce que Microsoft a annoncé, c'est la version 1.1 qui va sortir peut-être dans 6-12 mois, va pouvoir supporter le framework .NET. Donc, une partie du framework .NET va pouvoir déployer et rouler dans un browser. Donc, dans un plugin.
Un peu comme aujourd'hui, si on a un site Flash, ben tu vas commencer par, si tu ne l'as pas déjà sur ton poste, tu vas downloader un plugin, puis là, le Flash va rouler dans le plugin. Ouais. Donc, Microsoft, ce qu'ils font maintenant, d'ailleurs, on peut faire un peu de parallèle. Silverlight, ça se veut compétitif. Ça va faire toutes les fonctionnalités que font Flash et plus. Ouais, on peut dire. À 10 000 pieds dans les airs, là, Parce que le premier point de vue, le monde a dit, Silverlight, ça remplace Flash. Ça veut compétitionner Flash. Mais là, ce que Microsoft a annoncé, c'est qu'ils nous disent, non, ça va être beaucoup plus que ça, parce que ce n'est pas juste pour faire des petites présentations, même si on sait que Flash, dernièrement, a essayé d'en faire des applications avec un lien vers le back-end. Eux, Microsoft dit, regarde, c'est tout notre CLR, c'est tous nos outils de développement qu'on va pouvoir utiliser pour développer sur Silverlight. Absolument. Donc, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ça va rouler sur Mac. Donc, sur PC et sur Mac. Donc, il y a une partie du framework qui va pouvoir être downloadée. Ça va être à peu près 4 MB, donc c'est pas énorme. Le framework complet fait à peu près 50 MB. Donc, c'est un petit runtime, une petite partie du framework qui va pouvoir rouler. Donc, ce que Microsoft est en train de faire, c'est d'avoir une autre plateforme de déploiement d'applications .NET. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, on dit, avec la bande passante qu'on a, c'est 4 MB. Mais peut-être que dans 5 ans d'ici, on va être prêt à downloader 1 gig, puis toutes les clouds frameworks vont pouvoir être downloadable sur dans un plugin et rouler sur le web. Ouais, là, je fais de la vision à long terme, mais c'est ça que ça veut dire qu'au niveau du CLR, il n'y a pas de limitation. C'est le même CLR qu'on va retrouver sur Windows qui va être dans ces plugins-là. Exactement. Donc, c'est vraiment majeur comme annonce. Puis moi, il y a quelque chose qui me fait extrêmement plaisir, c'est que le fameux CLR qui est dans Silverlight, c'est aussi un CLR, justement, on a dit que c'est la version subséquente au CLR de 3.5, donc c'est un CLR qui va supporter les langages dynamiques. Mm-hmm. Donc, Microsoft en a profité pour annoncer 4 langages dynamiques. Oui, donc il y a un Visual Basic dynamique, il y a un Iron Python, qui était déjà là. Il y a un Ruby, Iron Ruby. Et JavaScript, qui est un langage dynamique aussi. Exactement. Donc, ces 4 langages-là vont pouvoir tirer parti des fonctionnalités des langages dynamiques qu'on va retrouver dans le CLR. Puis, pour moi, c'est une grosse nouvelle. Ça veut dire que Visual Basic et C# redeviennent 2 langages qui vont avoir des buts et des visions différentes. On sait que depuis 2 ans, 3 ans, que tu programmes en VB ou que tu programmes en C#, c'est du 1 pour 1 parce que c'est juste la syntaxe qui est différente. Les fonctionnalités en dessous sont les mêmes. Mais aujourd'hui, quand tu vas faire le choix d'aller du côté VB, son nom de code aujourd'hui, c'est VBX pour VB version 10, c'est que tu vas voir tirer parti des fonctionnalités des langages dynamiques qu'on va retrouver dans le CLR, puis quand tu vas aller du côté C#, en tout cas à court terme, le message c'est C#, c'est des langages statiques, c'est pour faire... Donc on revient un peu avec la même dichotomie qu'on avait à l'époque, C++, les systèmes qui entre guillemets se veulent solides, et VB, les systèmes où est-ce qu'on avait, à l'époque il y avait les bons vieux variants. Bon, on ne dialoguera pas trop longtemps là-dessus, qu'il y avait beaucoup de faiblesses, mais... Les capacités dynamiques vont redevenir des citoyens, en tout cas, de première classe dans le framework. Donc, ça, c'est bien. Ouais, donc, ça, c'est une première grosse annonce. Oui, parmi les autres annonces, il a annoncé aussi Jasper. Jasper, qui est le ADO.NET dynamique. Donc, ceux qui connaissent un petit peu, par exemple, Subsonic, qui permet d'avoir une couche d'accès aux données qui va être créée dynamiquement à la compilation ou au runtime. Donc, Microsoft s'en va aussi dans cette direction-là. Donc, ça veut dire que si tu vas programmer avec VB, la version Visual Basic Dynamic, tu vas pouvoir tirer parti de Jasper, donc d'avoir un DAL qui va se créer automatiquement. C'est le fameux pattern Active Record à son mieux. Exactement. Puis, donc, pour les gens qui font des applications en entreprise, là, ça va devenir très intéressant, ces fonctionnalités-là. Puis ça, on n'aura pas ça du côté C#. Du côté C# va falloir passer par les bonnes vieilles techniques qu'on a aujourd'hui. Exactement. Donc ça, c'est le projet Jasper. Et l'autre projet qui a été annoncé, c'est Astoria, qui permet d'avoir une série de patterns d'infrastructure pour des services web, mais pas nécessairement en mode hébergement. Ça peut être aussi, t'exposes ta base de données avec cette interface-là, qui te permet de faire des requêtes totalement dynamiques. Donc, au lieu d'hardcoder, là, toutes tes requêtes,
t'offre plus de flexibilité finalement à ton au niveau du développement. Donc ça, c'est un aspect qui est intéressant. Ça s'assoit sur Entity Framework et de l'équipe d'Adeo.net aussi et de Windows Communication Foundation. Donc ça, c'est les 3 grosses annonces qui ont été faites à Mix, puis qui pour moi sont pas des annonces mineures. Comme j'ai dit, moi je pense que le fait qu'on intègre les langages dynamiques, peut-être qu'il y a juste 10% des gens qui accrochent là-dessus, mais moi je pense que c'est quelque chose qui va être très fondamental. Tu as déjà donné le nom de code, le projet Jasper, qui va faire que tu vas pouvoir te faire un Object Relational Mapper dynamiquement, avec un minimum de code. Ça va démocratiser la programmation d'applications avec des bonnes pratiques, ce qu'on n'avait pas toujours aujourd'hui avec les applications qu'on bâtissait en Adeo.net, avec des datasets et tout. Tu avais beaucoup de gens qui comprenaient pas trop ce qui se passait en arrière de la couverte et qui n'utilisaient pas adéquatement. Là, ils n'ont pas trop le choix de l'utiliser adéquatement parce qu'il va y avoir tellement de génération de code en arrière dynamiquement que ça va faire la job pour eux autres sans qu'il y ait besoin de mettre une ligne de code. Et toutes ces technologies-là sont disponibles dans une forme ou une autre, là, de bêta, de CTP, de pré-alpha, donc on va mettre les liens là, sur le site. Pour ceux qui sont intéressés à ce qu'on vient de discuter, le keynote qui dure à peu près 2h30 est disponible en format streaming. Je vous conseille fortement de prendre 2h30 puis de regarder ce keynote-là. Si vous faites avec Google ou un autre... On va mettre le lien. Mais ce que je veux dire, c'est si vous faites Google puis vous tapez juste Mix07, vous allez trouver aussi, il y a plusieurs blogueurs qui ont commencé à faire comme un répertoire de les sites à lire pour avoir un peu une vue d'ensemble de ce que certains des penseurs... Puis c'est sûr que là, nous, dans 2 semaines, il y a DevTeach qui s'en vient. Puis on a la cinquantaine des conférenciers internationaux les plus réputés qui vont être ici. Donc ça va être le sujet de longues discussions le soir autour de 1 et 2 et quelques bières sur pourquoi les langages dynamiques sont si importants. Puis d'autres mondes vont dire non, c'est pas ça qui est si important. Ça nous amène d'ailleurs à parler à ce qui s'en vient au GUSM, hein, Guy? J'ai l'impression que tu n'auras même pas besoin d'une bière pour partir de ces discussions-là. Ah non, moi, ça me passionne, donc... Donc, au GUVSM, notre prochain meeting, en fait, c'est à DevTeach. C'est que le mercredi 16 mai, il y a un panel sur le monde open source, dans tout ce qui est open source dans le monde Microsoft. Donc, avec des conférenciers qui viennent d'un petit peu partout sur la planète. Puis ça donne que beaucoup de ces conférenciers-là sont des gens qui participent ou qui sont même les gestionnaires de ces projets open source-là. Donc, on va pouvoir avoir leur point de vue sur le sujet. Ça risque d'être fort intéressant. C'est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'être inscrit à DevTeach. C'est le soir. Ça commence à 6h, à 18h. Donc, juste à vous présenter. Parfait. Ensuite, le 28 mai... Le 28 mai, on a François Beauregard au GUVSM, donc qui est un meeting ou une assemblée qui a le penchant sur l'architecture. Et François va nous parler de Green Pepper, un produit qui sa compagnie a développé, qui a une version aussi qui est en open source, qui permet de construire du bon logiciel. Tout à fait. Puis, nous... la prochaine entrevue qu'on fait, la prochaine émission, c'est avec Éric Moreau. On va parler de... Link. Ça, c'est dans la semaine du TFT, justement, le 14 mai, qu'on va... Oui, puis on prévoit plein d'enregistrements là, qu'on va faire à DevTeach. Oui, ce qui va arriver, c'est qu'on va enregistrer beaucoup d'enregistrements, puis on va vous les présenter à la suite, après ça, dans le mois de mai, dans le mois de juin. Pascal, on te remercie encore. Moi, j'ai beaucoup en tout cas, je pense que ce que tu amènes, le modèle que tu fais est fondamental. C'est quelque chose que en tout cas, il n'y a pas une organisation qui fait du développement d'entreprise qui devrait passer à côté de ça parce que c'est des questions qui doivent se poser. Malheureusement, trop souvent, les gens se les posent pas, puis on part des projets informatiques sans faire le tour de la question, juste sur une base de business case, en pensant juste à la version 1, mais en la regardant dans sa globalité, ça permet vraiment de s'assurer qu'on manque pas de points. Le grand constat qu'on peut faire, nous les informaticiens, quand on tombe dans le domaine de la santé, c'est comment est-ce qu'on peut, la question qu'on se pose là, finalement, c'est comment est-ce qu'on peut mettre les technologies au service de la santé plutôt que le contraire. Parce que trop souvent encore aujourd'hui, on demande au domaine d'affaires de se mettre au service de la technologie. Oui, monsieur. Donc, on a du travail à faire de ce côté-là. Beaucoup de travail. Mais ça sera pas juste nous autres qui allons solutionner ça. Exactement. Donc, on revoit nos auditeurs dans 2 semaines
Sur ça, bon, on vous souhaite un bon début de mois de mai. Nous, c'est le fun à Montréal. Il fait soleil, il fait chaud. Donc, Il fait chaud. Ben, en tout cas, on est... Il fait 9 degrés. Il faisait 35 à Las Vegas hier. Mais pour nous, c'est quand même mieux que ce qu'on avait il y a quelques semaines. C'est ça. Mettons qu'il fait plus chaud que la semaine Il passée. fait soleil, les terrasses sont ouvertes, le monde a le sourire. Et les On est jeux- heureux. Et les jeux précourcistes. Ah oui, super. À la prochaine. Au revoir. Visual Studio Talk Show.